Dans une partie d'échecs, on dit que le jeu ne se termine que lorsque le roi est mat. C'est une règle simple, élégante. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que parfois, la partie est perdue bien avant ce dernier mouvement. Elle est perdue quand la confiance est brisée, quand les pièces ne se battent plus pour le même roi. Je m'appelle Jean-Louis Dubois. Et pendant des années, j'ai cru que je jouais une partie pour protéger ma famille. Je me trompais. Je n'étais qu'un spectateur silencieux d'une partie qui se jouait contre moi. La nuit est tombée sur Amiens. De ma fenêtre, je vois les lumières des rues se refléter sur les pavés humides. La maison est silencieuse. Un silence profond que seul le tic-tac régulier de la vieille horloge comtoise dans le salon ose déranger. Chaque seconde qui passe est un petit marteau qui frappe contre le silence. Sur la table basse devant moi, sous la lumière tamisée d'une seule lampe, repose une lettre. Le papier est jauni. Les bords sont usés. Une relique d'un autre temps, d'une autre vie. Une promesse faite il y a 40 ans. Je la regarde sans vraiment la voir. Mon esprit est ailleurs. Il est fixé sur une vérité bien plus cruelle que n'importe quel secret du passé. Le plus grand danger? Sur un échiquier comme dans la vie. Ce n'est pas la reine adverse ou une tour bien placée. Non. Le plus grand danger? C'est un pion qui ne se rend pas compte qu'il n'est qu'un pion. Et qu'il est prêt à sacrifier tout le plateau pour son illusion de devenir roi. Tout a commencé quelques semaines plus tôt. Par une journée grise et ordinaire? Comme il y en a tant dans le nord de la France. La vie. Depuis la mort de Sophie, ma femme, s'était organisée autour de rituels immuables. Le café du matin, pris dans la cuisine en regardant les oiseaux dans le petit jardin. La lecture du journal local. Le courrier Picard. Puis quelques heures dans mon atelier. Au fond du jardin. Là où je continuais à réparer de vieilles horloges. Plus par passion que par nécessité. C'était mon sanctuaire. Un lieu où le temps pouvait être démonté. Compris. Puis remonté. Un lieu où je pouvais encore imposer un ordre aux choses. La maison elle-même était un musée de notre vie commune. Chaque objet avait une histoire. Le fauteuil usé près de la cheminée était celui où Sophie lisait le soir. Les photos sur le buffet racontaient nos voyages. La naissance de notre fils. Léo. Nos anniversaires. Je vivais avec le fantôme doux et bienveillant de ma femme. Je lui parlais parfois. À voix basse. Tu vois, Sophie. Les rosiers ont bien fleuri cette année, disais-je en passant devant son portrait. C'était ma façon de garder son souvenir vivant, de lutter contre le vide qu'elle avait laissé. Ce jour-là, la sonnette a retenti en fin de matinée. C'était Léo. Mon fils unique. Il se tenait sur le seuil, un sourire un peu trop large sur son visage. Il avait 28 ans. L'âge où un homme est censé construire sa vie. Il avait l'intelligence de sa mère et mon calme apparent. Mais sous la surface, il y avait toujours eu une sorte d'agitation. Une impatience que je ne comprenais pas. Papa. Ça va? Dit-il en entrant sans attendre ma réponse. Il m'a serré dans ses bras. Une étreinte rapide, presque formelle. Il portait une chemise bien repassée. Mais j'ai remarqué que ses ongles étaient rongés. Un détail. J'ai toujours été un homme de détail. C'est mon métier qui veut ça. Un horloger doit voir le plus petit rouage, la plus infime imperfection. Je ne te dérange pas? J'espère? Tu ne me déranges jamais? Léo. Tu le sais bien. Tu veux un café? Juste pour 5 minutes? Alors. J'ai un rendez-vous important. Nous nous sommes assis dans la cuisine.
Je lui ai servi un café noir. Comme il l'aime. Il a attendu que je m'assoie en face de lui. Puis il a commencé son discours. Je connaissais ce ton. C'était le ton de l'urgence calculée. Le ton qu'il utilisait quand il avait besoin de quelque chose. Écoute. Papa. Je sais que je t'ai déjà sollicité par le passé. Mais là. C'est différent. C'est du sérieux. Une opportunité incroyable s'est présentée. Il a parlé d'un projet de start-up. D'une application mobile innovante. Il a utilisé des mots que je ne comprenais qu'à moitié, business plan. Levée de fonds. Capital d'amorçage. C'était un récit bien rodé. Plein de promesses et d'enthousiasme. Mais ses yeux ne rencontraient jamais les miens plus de 2 secondes. Il balayait la pièce. Se posait sur la salière. Sur le calendrier accroché au mur. N'importe où sauf sur moi. C'est une affaire en or? Papa. Mais il me faut un petit apport de départ pour débloquer le reste des financements. Une sorte de preuve de bonne foi. Tu comprends? J'ai écouté en silence. En remuant ma propre cuillère dans ma tasse vide. Combien de fois avais-je entendu des histoires similaires? Le projet de bar à vin qui n'a jamais ouvert. L'investissement dans les crypto-monnaies qui s'est évaporé. L'import-export avec un ami qui a soudainement disparu. À chaque fois. Il y avait une explication plausible. À chaque fois. C'était la faute de quelqu'un d'autre. D'un marché imprévisible. De la malchance. Jamais la sienne. De combien as-tu besoin? Ai-je demandé? Ma voix plus lasse que je ne l'aurais voulu. Il a hésité une fraction de seconde. Puis a annoncé un chiffre. Ce n'était pas une somme astronomique. Mais c'était assez pour vider une bonne partie de mon compte d'épargne. L'argent que je gardais pour les imprévus. Pour les réparations de la toiture. Pour la tranquillité de mes vieux jours. Je te rembourserai au centuple. Papa. Je te le jure. Dans 6 mois. On rira de tout ça. Je le regardais. Je voyais en lui le petit garçon qui me montrait ses dessins avec fierté. Je voyais l'adolescent brillant qui promettait de conquérir le monde. Et je voyais l'homme qu'il était devenu. Un homme perdu dans ses propres mensonges. Une partie de moi voulait crier. Lui dire que ça suffisait. Qu'il devait grandir et faire face à la réalité. Mais une autre partie. La partie la plus forte. Celle du père. Ne pouvait pas supporter de le voir si désespéré. L'espoir est une maladie tenace chez les parents. Je vais voir ce que je peux faire. Ai-je dit simplement. Son visage s'est éclairé d'un soulagement si intense que ça m'a fait mal. Il s'est levé. M'a de nouveau serré dans ses bras. Cette fois avec un peu plus de chaleur. Merci. Papa. Tu es le meilleur. Tu ne le regretteras pas. Il est parti aussi vite qu'il était arrivé. Me laissant seul avec le bruit du silence et le goût amer du café froid. Ce jour-là. J'ai signé le chèque. Je l'ai signé en sachant. Au plus profond de moi. Que cet argent était déjà perdu. Ce n'était pas un investissement. C'était une taxe. La taxe que je payais pour entretenir l'illusion que tout allait bien. Pour acheter quelques semaines de paix. Pour repousser la conversation que nous aurions dû avoir depuis des années. La semaine suivante. La vie a repris son cours. Léo ne m'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas vraiment. Mais quelque chose avait changé. Une nouvelle fissure était apparue dans la fondation déjà fragile de notre relation. Et puis, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des petites choses. Presque insignifiantes. Un soir. En voulant payer ma baguette à la boulangerie. Je n'ai pas trouvé le billet de 20 € que j'étais certain d'avoir mis dans mon portefeuille le matin même.
J'ai pensé que je l'avais perdu. Que je devenais distrait avec l'âge. J'ai payé avec ma carte et n'y ai plus pensé. Mais quelques jours plus tard, c'est un billet de 50 € qui a disparu. Celui que j'avais retiré la veille pour payer le jardinier. Cette fois, je ne pouvais pas l'ignorer. Léo avait les clés de la maison. Il passait de temps en temps, souvent quand je n'étais pas là, pour prendre des nouvelles ou récupérer du courrier qu'il se faisait encore livrer ici. Le soir venu, une idée terrible et précise m'a traversé l'esprit. Une idée d'horloger. J'ai ouvert mon portefeuille et j'ai compté l'argent qu'il contenait. 140 €. J'ai pris une photo avec mon téléphone. Une preuve. Un constat. Le lendemain matin, après que Léo soit passé juste pour dire bonjour alors que j'étais dans mon atelier, j'ai vérifié de nouveau. Il restait 100 €. Un billet de 20 et un billet de 10 avaient disparu. Je me suis assis sur le bord de mon lit. Le portefeuille ouvert dans mes mains. Ce n'était pas la somme qui me blessait. C'était le geste. Le vol silencieux. Sournois. C'était la négation de tout ce que j'avais essayé de lui apprendre. L'honnêteté. Le respect. Il ne me demandait plus. Il se servait. Il me traitait comme une ressource inépuisable. Un distributeur de billets sans âme ni sentiment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le tic-tac de l'horloge comtoise semblait plus fort, plus accusateur. Chaque seconde qui passait me rappelait l'échec. Mon échec. Comment en étions-nous arrivés là? Sophie. Si tu étais là, qu'est-ce que tu me dirais de faire? Mais les portraits sont silencieux. Et les morts ne donnent pas de conseils. Je n'ai rien dit à Léo. À quoi bon? Il aurait nié? Se serait mis en colère? M'aurait peut-être accusé de le traiter comme un voleur. Il aurait retourné la situation? Comme il le faisait toujours. C'était moi qui devenais paranoïaque? Moi qui perdais la tête. Alors, je me suis tue. J'ai commencé à cacher mon argent. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Obligé de protéger mes biens de mon propre fils. Le silence s'est épaissi entre nous. Quand il appelait, sa voix était enjouée. Mais je pouvais déceler la tension sous-jacente. Il me posait des questions vagues sur ma santé, sur mon moral. Il ne parlait jamais de son projet. Et je ne posais aucune question. Nous jouions tous les deux une comédie pitoyable. Il faisait semblant d'être le fils attentionné. Et moi, le père confiant et un peu naïf. Mais un échiquier n'a que 64 cases. L'espace pour manœuvrer est limité. Je sentais que nous approchions du bord du plateau. Les mensonges. Les petites trahisons. Les vols. Ce n'étaient que les premiers mouvements d'une partie bien plus sombre. Et j'avais le sentiment terrible que le prochain coup ne viserait pas mon portefeuille, mais mon cœur. Et le coup suivant est arrivé. Plus brutal et plus douloureux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'a pas visé mon portefeuille. Il a visé mon passé. Il a visé le cœur de ma mémoire. Là où je gardais précieusement le souvenir de Sophie. Tout a commencé par un après-midi pluvieux. J'avais décidé de mettre un peu d'ordre dans mon bureau. Une pièce que j'avais tendance à négliger. C'est là que je gardais mes papiers importants. Mes archives personnelles. Les souvenirs d'une vie. En ouvrant un tiroir de la commode, mon cœur s'est serré. La petite boîte en velours bleu n'était pas à sa place. Elle était légèrement de travers. Le couvercle mal refermé. J'ai su. Avant même de l'ouvrir, j'ai su. À l'intérieur, il y avait un creux dans la doublure de satin. Un vide là où aurait dû se trouver la montre de Sophie. Ce n'était pas une montre de grande valeur.
C'était une petite montre en argent. Simple. Élégante. Que je lui avais offerte pour nos 10 ans de mariage. Elle la portait tous les jours. C'était devenu une partie d'elle. Après sa mort, j'avais rangé cette montre comme une sainte relique. Parfois, le soir, je l'ouvrais et j'approchais la montre de mon oreille, comme si je pouvais encore y entendre les battements de son cœur. Maintenant, elle n'était plus là. Une rage froide m'a envahi. Ce n'était plus de la tristesse, ni de la déception. C'était une colère pure, glaciale. Ce n'était pas un vol d'argent pour payer une dette. C'était une profanation. Une trahison ultime. Il avait pris la seule chose que l'argent ne pourrait jamais remplacer. J'ai attendu son retour. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Il est arrivé ce soir-là. Le visage pâle. Les yeux fuyants. Il pleuvait à verse et ses cheveux étaient collés à son front. Il a dû voir quelque chose dans mon regard. Car il s'est arrêté net dans l'entrée. Ça ne va pas. Papa? A-t-il demandé d'une voix mal assurée. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé dans le bureau et je suis revenu avec la boîte en velours vide. Je l'ai posée sur la table du salon. Le bruit sec du bois contre le bois a résonné dans le silence. Où est-elle? Léo? Il a regardé la boîte. Puis moi. La comédie était terminée. Il n'y avait plus de faux sourires. Plus de prétextes. Son visage s'est décomposé. Papa. Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Je veux juste savoir où elle est. J'avais besoin d'argent. C'était une question de vie ou de mort. Ils allaient me faire du mal. Les mêmes excuses. La même lâcheté. Ils se présentaient toujours comme la victime. Tu as vendu la montre de ta mère? Ma voix était un murmure. Mais elle était chargée de tout le poids de ma colère. Il a baissé la tête. Non. Pas vendu. Je l'ai mise en gage. Chez un prêteur. Je comptais la récupérer. Je te le jure. Dès que mon affaire aurait marché. J'ai éclaté d'un rire sans joie. Un rire sec et amer qui m'a surpris moi-même. Ton affaire? Quelle affaire? Léo? Il n'y a jamais eu d'affaire. N'est-ce pas? Il n'y a que des dettes. Des dettes de jeu. C'était la première fois que je prononçais ces mots à voix haute. Il a relevé la tête. Les yeux brillants de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage. Et alors? Oui. Je joue. J'essaie de m'en sortir. Pas comme toi. Qui t'enterre dans cette maison avec tes fantômes. Tu crois que c'est une vie? Ça? De parler à des photos et de réparer des horloges qui ne donnent l'heure à personne? Chaque mot était une gifle. Il utilisait ma peine contre moi. Mon amour pour sa mère comme une arme. Maman est morte. Papa. Elle est partie. Une montre. Ça ne la ramènera pas. Moi. Je suis vivant. C'est de moi que tu devrais te soucier. Je me suis soucié de toi toute ta vie. Léo. Ai-je crié? La voix brisée. Chaque centime que je t'ai donné. Chaque mensonge que j'ai accepté. C'était par souci pour toi. Mais ça. C'est terminé. Je suis allé chercher mon manteau. Où est le reçu du prêteur sur gage? Il a fouillé dans sa poche et m'a tendu un papier froissé. Je vais la récupérer moi-même. Ai-je dit en enfilant ma veste. Et à partir de maintenant? Tu ne toucheras plus un seul centime de moi. C'est fini. Tu te débrouilles seul. Je crois qu'à ce moment-là,
Il a compris que quelque chose s'était cassé pour de bon. La source s'était tarie. Son visage a changé. La panique a remplacé la colère. Tu ne peux pas faire ça. Papa. Tu ne comprends pas. La somme est énorme. Ils ne me laisseront pas tranquille. C'est ton problème, Léo. Plus le mien. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le vent froid et la pluie se sont engouffrés dans le couloir. C'est à cet instant, alors que j'allais partir, qu'il a joué sa dernière carte. La plus cruelle. Tu crois que tu es si parfait que ça? A-t-il sifflé entre ses dents. Tu crois que je ne sais rien? Que je n'ai rien vu? Il s'est précipité vers le bureau. Je l'ai entendu fouiller rageusement dans un tiroir. Il est revenu en tenant une vieille lettre. La lettre. Celle que je gardais cachée au fond de mes archives personnelles. La lettre de Marc. Le frère de Sophie. Mon meilleur ami. Il l'a jetée sur la table. À côté de la boîte en velours vide. J'ai trouvé ça en cherchant des papiers. Il y a quelques semaines. Je ne comprenais pas tout. Mais j'ai compris l'essentiel. Je regardais la lettre. Le cœur battant à tout rompre. 40 ans de silence. De secrets. De sacrifices. Étalés sur la table sous la lumière crue de l'ampoule du couloir. Le visage de Léo était déformé par un rictus triomphant. Il pensait avoir trouvé le levier. La faille ultime pour me faire plier. Cette nuit-là. Notre secret. Le fardeau que tu portes pour moi. Ça a l'air intéressant? Non. On dirait que le brave Jean-Louis Dubois, l'horloger respecté de tout le quartier, a aussi des choses à cacher. Il s'est rapproché. Son souffle sentait le tabac froid. Son ton était devenu mielleux. Menaçant. Alors voilà ce qu'on va faire. Papa. Tu vas vendre cette maison. C'est la seule chose de valeur qu'il nous reste. Tu vas payer mes dettes? Une bonne fois pour toutes. Et en échange, ton petit secret restera bien gardé. Je le fixais. Incapable de parler. Le choc était trop violent. Il ne se contentait pas de voler les souvenirs de sa mère. Il voulait maintenant vendre la maison construite sur ses souvenirs. La maison où il avait grandi. Où chaque brique était imprégnée de l'amour de Sophie. Et il utilisait l'arme la plus vile pour y parvenir, le chantage. Un chantage basé sur un secret qu'il ne comprenait même pas. Tu n'as pas le choix. A-t-il ajouté. Savourant son pouvoir. Il croyait d'avoir gagné. Il croyait m'avoir acculé. M'avoir mis échec et mat. Soit tu me donnes l'argent. Soit je commence à poser des questions. À Marc. Aux voisins. À tout le monde. Je suis sûr que toute la ville d'Amiens serait fascinée d'apprendre la véritable histoire de cette nuit fatidique. Je suis resté immobile. Le manteau à moitié enfilé. La pluie battant contre les vitres. Dans ses yeux, je ne voyais plus mon fils. Je voyais un étranger. Un joueur qui venait d'abattre sa meilleure carte. Convaincu d'avoir remporté la mise. Mais il se trompait. Il pensait avoir déclenché ma peur. En réalité, il venait de déclencher autre chose. Quelque chose de bien plus profond. De bien plus froid. Il venait de réveiller l'horloger. L'homme qui, face à un mécanisme complexe et déréglé, ne panique pas, mais observe, analyse, et prépare méticuleusement le mouvement qui remettra tout en ordre. Lentement, j'ai enlevé mon manteau. Je l'ai posé sur le dossier d'une chaise. J'ai regardé la lettre. Puis Léo. Un calme étrange s'est emparé de moi. Ce n'était pas le calme de la défaite. C'était le calme qui précède la tempête.
La partie n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et pour la première fois, j'allais jouer pour gagner. Pas pour sauver les apparences. Pas pour protéger mon fils de lui-même. Non. Pour mettre un terme définitif à cette mascarade. Très bien. Léo. Ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas. Une voix dénuée de toute chaleur. De toute émotion. Parlons-en. Le silence qui s'installa dans la maison était différent. Ce n'était plus le silence paisible du deuil ou de la solitude. C'était un silence lourd. Électrique. Comme l'air avant un orage. Léo me regardait. Un air de défi sur le visage. Mais je pouvais voir une pointe d'incertitude dans ses yeux. Mon calme le déstabilisait. Il s'attendait à des cris. Des supplications. Une capitulation. Il ne s'attendait pas à cette froide résolution. Alors ? Dit-il. Essayant de reprendre le contrôle. La maison ? On appelle l'agent immobilier demain ? Je l'ai ignoré. Je suis allé dans la cuisine et j'ai mis la bouilloire sur le feu. Mes gestes étaient lents. Délibérés. Chaque mouvement était un moyen de gagner du temps. De laisser mes pensées se mettre en ordre. Comme les rouages d'une horloge que l'on remonte. L'eau a commencé à frémir. J'ai préparé 2 tasses de tisane. Une pour lui. Une pour moi. De la verveine. La tisane que Sophie nous préparait quand nous avions besoin de nous calmer. C'était un geste presque cruel dans sa normalité. Un rappel d'une époque où nous étions encore une famille. Je suis retournée au salon et j'ai posé une tasse devant lui. Il l'a regardée avec méfiance. Comme si elle pouvait être empoisonnée. Je ne veux pas de ta tisane. Je veux une réponse. Tu auras ta réponse ? Ai-je dit en m'asseyant dans le fauteuil de Sophie. Mais d'abord, tu vas m'écouter. Pour une fois dans ta vie. Tu vas te taire et écouter. J'ai pris une gorgée de tisane. La chaleur s'est diffusée dans ma poitrine. Mais elle n'a pas atteint le froid qui s'était installé dans mon cœur. Cette lettre. Tu crois avoir trouvé une arme. Tu penses qu'elle me donne tort ? Qu'elle te donne le droit de me juger ? De me menacer ? Tu te trompes. Tu regardes l'échiquier ? Mais tu ne comprends pas la position des pièces. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne vendrai pas cette maison. Léo. Jamais. La surprise a laissé place à la fureur. Il s'est levé d'un bond, faisant trembler la table. Tu es fou. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire ? Je vais tout déballer. Fais-le. Ai-je répondu sans ciller. Vas-y. Raconte ton histoire. Dis à tout le monde que ton père cache un terrible secret. Et quand ils te demanderont lequel ? Que leur diras-tu ? Que tu as lu des bribes de phrases dans une vieille lettre ? Que tu n'as aucune preuve ? Aucune idée de quoi il s'agit ? Tu passeras pour ce que tu es, un fils désespéré et méchant. Prêt à détruire la réputation de son père pour de l'argent. Il est resté sans voix. J'avais touché un point sensible. L'image. Léo avait toujours été obsédé par son image. Par ce que les autres pensaient de lui. C'était pour ça qu'il mentait. Pour ça qu'il s'inventait des succès imaginaires. Cette maison, ai-je continué d'une voix égale, est le seul endroit qui reste de ta mère. Tu as déjà vendu sa montre. Tu ne vendras pas ses murs. Tu ne vendras pas son jardin. Tu ne vendras pas ses souvenirs. C'est non. Et c'est ma réponse définitive. Il a fait les 100 pas dans le salon. Comme un animal en cage. Il passait ses mains dans ses cheveux. Marmonnant des insultes. Il était pris à son propre piège. Il avait sorti son arme trop tôt. Et elle s'était retournée contre lui. Très bien.
A-t-il fini par cracher? Le visage blanc de rage. Tu veux jouer à ça? On va jouer. Tu vas regretter. Papa. Je te le promets. Tu vas amèrement regretter. Il a claqué la porte d'entrée si fort que les photos sur le buffet ont tremblé. Je suis restée seule. Dans le silence retrouvé. Le sifflement de la bouilloire, que j'avais oublié sur le feu, s'est élevé dans la cuisine. Je me suis levée lentement et je suis allée l'éteindre. La nuit a été longue. Je n'ai pas dormi. Assis dans le noir, j'ai repensé à toute ma vie. À chaque décision. Chaque compromis. Avais-je eu tort de le protéger à ce point? D'absorber chaque choc? D'éponger chaque dette? De pardonner chaque mensonge? L'amour d'un père peut-il devenir un poison? Sophie. Qu'aurais-tu fait? Je savais la réponse. Sophie était douce. Mais elle avait une force de caractère que beaucoup ignoraient. Elle aurait vu la vérité bien avant moi. Elle n'aurait jamais laissé les choses aller aussi loin. C'est moi. Par ma patience. Par mon silence. Qui avait permis à ce monstre d'égoïsme de grandir en mon fils. Au lever du jour, une décision était prise. Le temps du silence passif était terminé. Léo avait commencé une partie d'échecs. J'allais lui montrer comment on la jouait jusqu'au bout. Mon atelier allait devenir mon quartier général. Mes outils d'horloger allaient servir une nouvelle cause. La précision. La patience. L'attention aux détails. Toutes ces qualités que j'avais utilisées pour réparer des mécanismes délicats. J'allais maintenant les utiliser pour démonter le mécanisme destructeur qu'était devenu la vie de mon fils. Ma première action fut simple. J'ai changé les serrures de la maison. Toutes. La porte d'entrée. La porte du jardin. Léo n'avait plus les clés. Il ne pouvait plus entrer et sortir à sa guise. Se servir comme dans un garde-manger. C'était un acte symbolique fort. Je reprenais possession de mon territoire. Ensuite, je suis allé récupérer la montre de Sophie. Le prêteur sur gage était un homme au visage dur. Dans une boutique sombre qui sentait la poussière et les espoirs déçus. Il a regardé le reçu. Puis moi. C'est votre fils qui l'a déposé? Non. Je le connais. Le petit. Il vient souvent. Jamais pour récupérer quelque chose. Ces mots m'ont transpercé. Il vient souvent. Cela signifiait que la montre de Sophie n'était que le dernier objet d'une longue liste. Combien d'autres choses avais-je perdu sans même m'en rendre compte? J'ai payé la somme demandée. Une somme exorbitante. En reprenant la montre dans ma main. Son contact froid contre ma paume. J'ai ressenti une immense tristesse. Mais aussi une nouvelle détermination. C'était la dernière fois. Le soir même. J'ai appelé Marc. Mon plus vieil ami. Le frère de ma femme. Le gardien de notre secret. Sa voix était chaleureuse. Comme toujours. Jean-Louis. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Marc. Il faut qu'on se voie. C'est important. Il aperçut la gravité dans ma voix. Un problème? C'est Léo? Oui. C'est Léo. Et c'est le passé. Un silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix. Plus basse. Il sait. Non. Pas vraiment. Il a trouvé ta lettre. Il essaie de s'en servir. Un juron a fusé. Le petit salaud. Je savais qu'on n'aurait jamais dû. Ce qui est fait est fait. Marc. Mais maintenant, je dois agir. J'ai besoin que tu me rafraîchisses la mémoire sur certains détails.
Des détails très précis. Nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain, dans un café discret au bord de la Somme. Pendant ce temps, j'ai commencé la deuxième phase de mon plan. Internet. L'univers de mon fils. Un monde qui m'était étranger, mais que je devais apprendre à naviguer. J'ai passé des heures sur l'ordinateur de mon bureau. J'ai cherché des informations sur l'addiction aux jeux d'argent en ligne. J'ai lu des témoignages de parents, de conjoints. J'ai appris le jargon, tilt, bankroll, bad beat. J'ai découvert les noms des sites de poker et de paris sportifs les plus populaires en France. Puis, je me suis souvenu de quelque chose. Léo utilisait souvent un vieux cahier pour noter des choses. Il le laissait traîner dans sa chambre, persuadé que je ne fouillerais jamais dans ses affaires. J'y suis allé. La chambre était en désordre. Comme toujours. Le lit n'était pas fait. Des vêtements traînaient par terre. Le cahier était sur sa table de chevet. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Ce que j'y ai trouvé a dépassé mes pires craintes. Ce n'était pas un journal intime. C'était un livre de contes macabres. Des listes de sites web avec des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Des sommes notées à côté de dates, avec des signes plussés. Surtout, des signes moins. Des noms de personnes suivis de chiffres. C'étaient ses dettes. Le montant total était effarant. Bien plus que ce que j'avais imaginé. Vendre la maison n'aurait même pas suffi à tout couvrir. Il ne cherchait pas à se sauver. Il cherchait juste à survivre un jour de plus. À trouver de l'argent pour la prochaine mise. Le prochain pari qui, il en était sûr, allait tout changer. En refermant le cahier, je n'ai ressenti aucune pitié. Juste un vide immense. Mon fils était un homme malade, pris dans un engrenage qui le broyait. Et la seule façon de l'aider n'était pas de lui tendre la main, mais de briser l'engrenage. J'ai pris une photo de chaque page du cahier avec mon téléphone. Encore des preuves. J'ai noté les noms des sites, les pseudonymes. Je suis retourné à l'ordinateur. Lentement, méticuleusement, comme si je démontais le mouvement complexe d'une montre suisse. J'ai commencé à remonter la piste de l'argent. Je ne savais pas encore exactement ce que je cherchais. Mais je savais une chose, dans chaque mécanisme, il y a une faille. Une pièce maîtresse qui, si on l'enlève, fait tout s'effondrer. Et j'étais bien décidé à la trouver. Léo, de son côté, n'est pas resté inactif. 2 jours plus tard, alors que j'étais dans mon jardin, la sonnette a retenti. Un homme en costume, une mallette à la main, se tenait sur le seuil. Monsieur Dubois? Je suis Antoine Lemoine, de l'agence immobilière du centre. Votre fils m'a contacté. Il m'a dit que vous envisagiez de vendre votre maison. Je l'ai regardé. Un léger sourire aux lèvres. Le pion avançait sur l'échiquier. Il tentait une manœuvre d'intimidation. Vraiment? Ai-je dit calmement. Entrez. Je vous en prie. L'agent immobilier, Antoine Lemoine, est entré avec une assurance professionnelle, ses yeux balayant déjà le couloir, estimant les moulures au plafond, la qualité du parquet. Il était jeune, ambitieux, et voyait probablement en moi un vieil homme un peu dépassé, facile à convaincre. Il ne savait pas qu'il venait de poser le pied sur un champ de bataille. Votre fils m'a expliqué la situation. A-t-il commencé en posant sa mallette sur la table du salon. Un besoin de liquidité pour un projet. Il m'a dit que vous étiez attaché à cette maison. Ce qui est tout à fait compréhensible. C'est une belle bâtisse. Typique d'Amiens.
Beaucoup de cachets. Je l'ai laissé parler. Je l'ai observé. Comme j'observe un mécanisme que je ne connais pas. Je cherchais à comprendre son fonctionnement. Ses motivations. L'argent. Bien sûr. Une commission sur la vente. Mais il y avait autre chose. Un désir de conclure une affaire rapidement. Poussé par l'urgence que Léo avait dû lui communiquer. Le marché est très porteur en ce moment dans le quartier. A-t-il continué, sortant un mètre laser de sa poche. On pourrait en obtenir un excellent prix. Si vous me permettez. Je vais faire un petit tour. Prendre quelques mesures. Asseyez-vous. Monsieur le moine? Ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Il s'est arrêté. Surpris par mon ton. Il a hésité. Puis s'est assis sur le bord du canapé. Son maître laser toujours à la main. Mon fils vous a contacté. C'est exact. Ai-je repris en m'asseyant en face de lui. Dans mon fauteuil. Mais il y a eu un malentendu. Mon fils est un grand optimiste. Il a parfois tendance à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si vous me pardonnez l'expression. Un léger froncement de sourcils a plissé son front. Il commençait à comprendre que la situation n'était pas aussi simple qu'il le pensait. C'est-à-dire que cette maison n'est pas à vendre. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Son sourire professionnel s'est figé. Mais votre fils était très clair. Il m'a assuré avoir votre accord. Mon fils vous a menti. Ai-je dit simplement. Sans haine. Comme si j'énonçais un fait météorologique. Il a des dettes. D'énormes dettes de jeu. Il est prêt à tout pour trouver de l'argent. Y compris à vendre la maison de sa famille sans l'accord de son propriétaire. C'est-à-dire? Moi. L'homme a blêmi. Le mot « dette de jeu » a eu un effet immédiat. Il a compris qu'il était au milieu d'un drame familial sordide. Et que sa commission venait de s'envoler. Je suis désolé. Je ne savais pas. A-t-il balbutié. Je m'en doute bien. Monsieur le moine. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez fait votre travail. Mais maintenant, je vous demande de faire une chose pour moi. Quand mon fils vous rappellera et il vous rappellera, dites-lui simplement que vous avez discuté avec moi. Et que la vente est impossible. Ne mentionnez pas les dettes. Dites juste que j'ai changé d'avis. Que je suis sentimentale. Laissez-le croire qu'il a encore une chance de me faire plier. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a hoché la tête. Visiblement mal à l'aise et pressé de partir. Oui. Bien sûr. Monsieur Dubois. Compris. Je suis navré pour le dérangement. Il a remballé ses affaires à la hâte et je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Merci d'être passé. Ai-je dit en lui serrant la main. Alors qu'il descendait les marches du perron. Je l'ai interpellé une dernière fois. Monsieur le moine. Il s'est retourné. Une dernière chose. Mon fils est un excellent joueur de poker. Son meilleur coup, c'est le bluff. Ne vous laissez pas impressionner. Un éclair de compréhension a traversé son regard. Il a esquissé un petit sourire entendu et a hoché la tête avant de s'éloigner rapidement. J'ai fermé la porte. Étape 2 terminée. J'avais bloqué son offensive la plus directe. Je lui avais montré que je n'étais pas le vieil homme passif et craintif qu'il imaginait. Mais je savais que ce n'était qu'un répit. Un joueur acculé ne se contente pas de perdre une main. Il tente une nouvelle stratégie. Et la sienne serait probablement plus agressive. Cet après-midi-là, je suis allé retrouver Marc au Café du Progrès. Un vieux bistrot où nous avions nos habitudes. Il était déjà là. Attablé en terrasse. Malgré la fraîcheur de l'air.
Son visage était soucieux. Marc était plus qu'un ami. Plus qu'un beau-frère. Il était le seul autre homme sur Terre à connaître le poids du secret que je portais. Alors ? A-t-il demandé sans préambule après que j'ai commandé un café. Il est allé plus loin que je ne le pensais. Marc. Il veut vendre la maison. Il me fait chanter avec ta lettre. Marc a fermé les yeux et a poussé un long soupir. J'aurais dû brûler cette lettre il y a 40 ans. C'était stupide de ma part de l'écrire. Non. Ce n'était pas stupide. C'était humain. Mais maintenant, nous devons faire face. Léo ne sait rien des détails. Il ne fait que supposer. J'ai besoin que tu me racontes tout à nouveau. Chaque détail de cette nuit-là. Je veux être prêt. Et Marc a parlé. Sa voix était basse. Presque un murmure. Il a ravivé les fantômes de cette nuit d'hiver. Il y a plus de 40 ans. Nous étions jeunes. J'étais fiancée à Sophie. Et elle venait de m'annoncer qu'elle était enceinte de Léo. Nous avions fêté ça tous les trois. Marc avait trop bu. Sur la route du retour. Sur une petite départementale verglacée près de la forêt de Crécy. Il avait perdu le contrôle de la voiture. Elle avait percuté un cycliste. Un homme qui rentrait tard de son travail. L'homme était mort sur le coup. La panique. Le désespoir. Marc venait de commencer sa carrière de médecin. Une condamnation pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes aurait ruiné sa vie. Sa carrière. Et le choc aurait été terrible pour Sophie. Enceinte. Fragile. C'est là que j'ai pris la décision qui a changé le cours de nos vies. J'étais sobre. J'ai pris Marc, qui était en état de choc, et je l'ai éloigné de la scène. J'ai appelé les secours depuis une cabine téléphonique, en donnant une description vague de l'accident, comme un témoin anonyme. Puis je suis retourné sur les lieux. Seul. J'ai modifié les traces. Déplacé la voiture. Pour faire croire à un délit de fuite commis par un inconnu. Personne n'a jamais su. L'enquête n'a jamais abouti. Marc a vécu avec la culpabilité. Moi. J'ai vécu avec le mensonge. C'était un fardeau. Mais un fardeau que j'avais choisi de porter pour protéger l'homme que j'aimais et sa sœur. Ma future femme. C'était le fondement secret de notre famille. Un acte terrible. Mais motivé par l'amour. Tu te souviens du nom de l'homme ? Ai-je demandé à Marc. Comment l'oublier ? Il s'appelait Daniel Mercier. Il travaillait à l'usine de pneus, au nord de la ville. Il laissait une femme et une petite fille. Une fille. Ai-je répété. Une nouvelle pièce venait de s'ajouter sur l'échiquier. Une pièce dont j'ignorais l'existence. Merci. Marc. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Jean-Louis. Ne me dis pas que tu vas tout avouer ? La prescription. Non. Il ne s'agit pas de la loi. Il s'agit de Léo. Il pense jouer une partie de poker ? Avec du bluff et des menaces. Je vais lui montrer que c'est une partie d'échecs. Et dans une partie d'échecs ? Chaque pièce a son importance. Même celle qu'on a oubliée depuis longtemps. Je suis rentré chez moi. L'esprit plus clair que jamais. Mon plan prenait forme. Il était risqué. Dangereux même. Mais c'était le seul moyen. Le soir, comme je m'y attendais, Léo a appelé. Sa voix était tendue, pleine d'une colère contenue. L'agent immobilier m'a appelé. Il a dit que tu avais changé d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Léo. La maison n'est pas à vendre. Tu joues avec le feu. Papa,
Je t'avais prévenu. C'est toi qui joues. Léo. Et tu es en train de perdre. Un silence. Je l'imaginais. À l'autre bout du fil. Stupéfait par mon assurance. J'ai changé les serrures. Ai-je ajouté calmement. Ne te donne pas la peine de passer. Puis j'ai raccroché. Le coup suivant lui appartenait. Je savais qu'il serait désespéré. Et un joueur désespéré fait des erreurs. J'ai passé le reste de la soirée sur Internet. Je ne cherchais plus d'informations sur le jeu. Je cherchais un nom. Mercier. Une femme et une fille. À Amiens. Il y a 40 ans. Les archives en ligne. Les avis de décès. Les réseaux sociaux. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais un horloger est patient. Il peut passer des heures à chercher le plus petit des rouages. Et au milieu de la nuit, j'ai trouvé quelque chose. Un profil sur un réseau social professionnel. Une femme d'une 40aine d'années. Avocate à Amiens. Son nom, Hélène Mercier. Sur sa photo de profil, elle souriait. Elle avait les yeux de son père. D'après les vieilles photos de journaux que j'avais fini par retrouver. J'ai regardé son visage pendant un long moment. Elle était la conséquence vivante de notre secret. La fille qui avait grandi sans père à cause de nous. Et j'ai su. À cet instant. Quelle serait la pièce maîtresse de ma partie. La reine noire qui allait surgir sur l'échiquier au moment où Léo s'y attendrait le moins. J'ai enregistré son contact. Je ne savais pas encore comment ni quand je l'utiliserais. Mais je savais que sa simple existence changeait toutes les règles du jeu. Les jours qui suivirent furent marqués par une guerre froide. Une guerre de nerfs et de silence. Léo ne m'appelait plus. Il ne passait plus devant la maison. Mais je sentais sa présence. Son anxiété qui grandissait. Il devait être à court d'argent. Et ses créanciers devaient se faire de plus en plus pressants. Je savais qu'il cherchait une autre faille. Une autre façon de faire pression sur moi. De mon côté, je continuais mes préparatifs avec la patience méticuleuse d'un artisan. Chaque jour, je passais du temps dans mon atelier. Non pas pour réparer des horloges, mais pour affûter ma stratégie. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais accumulées, les photos du cahier de Léo. Les relevés de mon compte bancaire montrant les retraits suspects. Le reçu du prêteur sur gage pour la montre de Sophie. J'ai tout classé dans un dossier. Comme un avocat préparant sa plaidoirie. Je me suis également renseigné sur les centres d'aide aux joueurs dépendants. J'ai appelé une association. Anonymement. J'ai parlé à une conseillère. Une femme à la voix douce et compréhensive. Je lui ai décrit la situation de Léo. Sans donner de nom. Elle m'a expliqué le mécanisme de l'addiction. La spirale du mensonge et de la dette. Elle m'a donné des conseils. Des adresses. Surtout. Elle a dit une phrase qui a résonné en moi, parfois. Le plus grand acte d'amour est de laisser la personne que vous aimez toucher le fond. C'est souvent le seul endroit où elle peut trouver la force de remonter. Toucher le fond. C'était précisément là où je devais mener Léo. Non par cruauté, mais par nécessité. La nouvelle offensive de Léo est arrivée une semaine plus tard. Et elle fut bien plus insidieuse que la précédente. Il n'a pas utilisé la force, mais la ruse. Il a attaqué ma réputation. Mon point le plus sensible. Cela a commencé par des regards étranges dans le quartier. Madame Martin, la boulangère, qui d'habitude me saluait avec un grand sourire, m'a à peine regardé en me tendant ma baguette. Monsieur Dubois, le boucher, m'a demandé si tout allait bien à la maison avec un air de pitié que je ne lui connaissais pas. J'ai d'abord pensé que c'était mon imagination. Mais le doute s'est installé. Puis, un après-midi,
Alors que je taillais mes rosiers? Ma voisine. Madame Lefebvre. Une femme d'un certain âge qui passait ses journées à épier la rue depuis sa fenêtre s'est approchée de la clôture. Mon pauvre monsieur Dubois, a-t-elle commencé d'une voix pleine de compassion feinte. Si vous saviez comme j'ai de la peine pour vous. De la peine? Madame Lefebvre? Pourquoi donc? Oh. Mais vous savez. Votre fils. Il nous a parlé. Il est si inquiet pour vous. J'ai posé mon sécateur. Une sueur froide a perlé dans mon dos. Inquiet? À quel sujet? Eh bien. Que vous perdez un peu la tête depuis la mort de votre chère femme. Que vous devenez confus. Paranoïaque. Que vous l'accusez de choses terribles. De vol. Il dit que vous avez même changé les serrures pour l'empêcher d'entrer et de prendre soin de vous. Le pauvre garçon. Il a l'air si malheureux. Le piège s'est refermé sur moi. C'était diabolique. C'était parfait. Léo n'essayait plus de me faire passer pour un monstre. Mais pour un vieil homme sénile. Un homme dont les décisions ne sont plus fiables. Dont les accusations ne sont que le fruit d'un esprit dérangé. Il préparait le terrain. Si je le dénonçais, qui me croirait? Le père aimant et respecté ou le vieillard qui perd la mémoire? Il détruisait 40 ans de confiance et de bon voisinage? Une conversation à la fois. Il me retournait ma propre vie. Mes propres amis. C'était une manœuvre d'une cruauté absolue. J'ai remercié poliment Madame Lefebvre pour sa sollicitude et je suis rentré chez moi. Le cœur lourd. Je me sentais assiégé. Isolé. C'était son but. Me pousser à bout. Me faire sentir si seul et si faible que je finirais par céder. Ce soir-là. Il a appelé. Son ton était différent. Il n'était plus en colère. Il était faussement doux. Mielleux. Le ton d'un fils s'adressant à un père qu'il croit diminuer. Papa? C'est moi. Comment tu vas? Tu as bien mangé? Que veux-tu? Léo? Je m'inquiète pour toi. C'est tout. Les voisins aussi s'inquiètent. Tu ne sors plus beaucoup. Tu as l'air fatigué. Peut-être que tu devrais voir un médecin? Il jouait sa comédie à la perfection. Ou peut-être, a-t-il continué, que tu devrais me laisser t'aider. Tu n'es plus en état de gérer tout ça tout seul. La maison. Les papiers. C'est trop pour toi. Si tu acceptais de vendre, on pourrait te trouver un bel appartement. Plus petit. Plus facile à entretenir. Je m'occuperais de tout. C'était le sommet de l'humiliation. Non seulement il voulait me prendre ma maison, mais il voulait le faire sous prétexte de prendre soin de moi. Il voulait me voler mon autonomie. Ma dignité. C'est à cet instant que j'ai compris que le temps de la préparation était terminé. Le temps de l'action était venu. Il avait avancé sa reine pour me mettre en échec. Il était temps que je fasse entrer la mienne sur le plateau. Tu as raison, Léo, ai-je dit. Ma voix soudainement changé. Je n'ai pas chuchoté. J'ai parlé clairement. Avec une autorité qu'il ne m'avait pas entendue depuis des années. Les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Il est temps de mettre les choses au clair. Un silence à l'autre bout du fil. Mon changement de ton l'a surpris. C'est pourquoi je veux que nous ayons une dernière conversation. Une conversation définitive. Toi et moi. Ici. À la maison. Demain soir. À 20h. Une conversation? Pourquoi faire? Pour que tu m'accuses encore? Non. Pour mettre fin à cette partie. J'ai réfléchi à ta proposition. Concernant la maison. Je suis prêt à en discuter. C'était là pas.
L'amorce. L'invitation qu'il ne pouvait pas refuser. J'ai senti son excitation. Même à travers le téléphone. Il pensait avoir gagné. Il pensait que sa stratégie de sape psychologique avait fonctionné. Vraiment? A-t-il dit. Incapable de masquer son triomphe. D'accord. D'accord. Papa. C'est une bonne décision. Tu verras. Tout va s'arranger. Demain soir. 20h. Ne sois pas en retard. J'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade. La dernière phase était enclenchée. Il n'y aurait plus de retour en arrière possible. J'ai passé le reste de la soirée à préparer la scène. Ce ne serait pas une simple conversation. Ce serait un tribunal. Et je serais à la fois le juge et le procureur. J'ai sorti le vieil échiquier en bois de son coffret. Il appartenait à mon père. Je l'ai posé sur la table du salon. J'ai disposé les pièces. Non pas en position de départ, mais pour représenter une position de jeu complexe. Un milieu de partie tendu où tout est encore possible. Sur la table basse. Devant le fauteuil où Léo allait s'asseoir. Je n'ai rien mis. Devant le mien. J'ai disposé plusieurs objets. Face cachée. Mon dossier de preuves. La boîte en velours bleu. Avec la montre de Sophie à l'intérieur. Et la lettre de Marc. Puis. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts ont hésité une seconde au-dessus de l'écran. C'était le mouvement le plus risqué de toute la partie. Un mouvement qui pouvait tout faire basculer. Pour le meilleur ou pour le pire. J'ai cherché le contact que j'avais enregistré quelques jours plus tôt. Hélène Mercier. Avocate. J'ai écrit un court message. Simple. Direct. Mais chargé de 40 ans de silence. Madame Mercier? Mon nom est Jean-Louis Dubois. Je ne vous connais pas. Et vous ne me connaissez pas. Mais je dois impérativement vous parler d'un événement tragique qui a coûté la vie à votre père. Daniel Mercier? Il y a 40 ans. Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. Si vous acceptez de me rencontrer, je vous dirai toute la vérité. J'ai relu le message plusieurs fois. Puis, j'ai appuyé sur envoyer. Le petit bruit de l'envoi a résonné dans le silence de la maison. La pièce était en place. L'invitation était lancée. La confrontation finale était fixée. Demain soir, dans cette maison, 2 drames allaient entrer en collision. Le drame présent de ma relation avec mon fils, et le drame passé d'une vie volée. Et je ne savais pas du tout comment l'échiquier se présenterait à la fin de la partie. La journée du lendemain fut la plus longue de ma vie. Chaque tic-tac de l'horloge comptoise semblait étirer les secondes en minutes. Les minutes en heures. Je n'ai pas quitté la maison. J'attendais. J'attendais 2 réponses. L'une de Léo, qui se manifesterait par sa présence à 20h. L'autre, bien plus incertaine, d'Hélène Mercier. Mon téléphone est resté silencieux toute la matinée. Chaque fois qu'il vibrait pour une notification sans importance, mon cœur sursautait. Avais-je eu raison de la contacter? N'était-ce pas une folie? Une trahison ultime envers Marc? Envers la mémoire de Sophie? Mais je chassais ces doutes. Pour sauver Léo, je devais détruire le monde de mensonges sur lequel notre famille s'était construite. Et pour cela, il fallait que la vérité, toute la vérité, soit sur la table. Vers 14h, alors que je commençais à perdre espoir, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Monsieur Dubois. J'ai reçu votre message. Je ne sais pas qui vous êtes ni à quel jeu vous jouez. Mais si ce que vous dites est vrai, alors oui.
Je veux vous rencontrer. Où et quand? La réponse était signée H. Mercier. Je lui ai répondu immédiatement, lui proposant de venir chez moi le soir même. À 20h30. Une demi-heure après l'arrivée prévue de Léo. C'était un pari insensé. Je faisais se rencontrer deux personnes qui n'auraient jamais dû se croiser, dans une situation d'une tension extrême. Mais mon instinct me disait que c'était la seule façon de provoquer l'électrochoc dont Léo avait besoin. Le reste de l'après-midi, je n'ai fait qu'attendre. J'ai fait semblant de lire. J'ai arrosé les plantes. J'ai erré de pièce en pièce comme un fantôme dans ma propre maison. La scène était prête. L'échiquier sur la table du salon. Les pièces disposées. L'épreuve cachée. J'étais prêt. Mais on n'est jamais vraiment prêt à faire exploser sa propre vie. À 20h précises, la sonnette a retenti. J'ai pris une profonde inspiration et je suis allé ouvrir. C'était Léo. Il portait une chemise propre. Il s'était rasé. Il avait l'air d'un homme d'affaires venu négocier un contrat. Un masque de confiance mal ajusté sur un visage rongé par l'anxiété. « Bonsoir. Papa. » dit-il en entrant. « Bonsoir. Léo. Assieds-toi. » Il a remarqué l'échiquier sur la table. Un léger sourire a flotté sur ses lèvres. « On fait une partie? Comme quand j'étais petit? En quelque sorte. » Ai-je répondu. C'est la dernière partie. Il s'est assis sur le canapé, à la place que je lui avais destinée. Il a vu que je n'avais rien préparé. Ni apéritif. Ni café. L'ambiance était solennelle. Alors? Tu as réfléchi? A-t-il demandé. Allant droit au but. Il avait hâte d'empocher sa victoire. J'ai beaucoup réfléchi. Léo. J'ai réfléchi à toi. À moi. À ta mère. À cette maison. Je me suis assis en face de lui. Dans mon fauteuil. La table basse nous séparait. Avec l'échiquier comme une frontière symbolique entre nos deux mondes. Tu as raison sur un point? Ai-je commencé? Les choses ne peuvent plus durer ainsi. Tu as besoin d'argent. Et moi? J'ai besoin de paix. Ses yeux se sont illuminés. Il pensait que j'allais céder. La vente de la maison est une solution. C'est la seule solution logique, a-t-il dit avec empressement. Peut-être. Ai-je concédé? Mais avant de parler de la maison, je veux te parler d'autre chose. Je veux te parler de cette lettre. J'ai sorti la lettre de Marc et je l'ai posée sur l'échiquier. Entre les rois blancs et noirs. Le visage de Léo s'est durci. On y revient? Je croyais qu'on était d'accord pour oublier ça. Non. On ne peut pas oublier ça. Car c'est le cœur du problème. Tu t'es servi de cette lettre comme d'une arme contre moi? Sans même savoir ce qu'elle contenait. Tu as piétiné un secret qui ne t'appartenait pas. Juste pour de l'argent. Tu penses que ça, c'est un comportement normal? Laisse tomber la morale. Papa. C'est la vie qui est comme ça. Les forts gagnent. Les faibles perdent. Et tu te considères comme le fort? Dans cette histoire? J'ai obtenu ce que je voulais? Non. A-t-il rétorqué avec arrogance. Je l'ai laissé savourer son illusion de victoire pendant quelques secondes. Ce que tu ne comprends pas, Léo, c'est que cette lettre ne parle pas de ma honte. Elle parle de mon amour. L'amour que j'avais pour ta mère. Un amour si grand que j'ai été prêt à sacrifier une partie de mon âme pour la protéger. Des belles paroles. A-t-il ricané. Non. Des faits. Et là, pour la première fois,
J'ai commencé à lui raconter. Je lui ai raconté la nuit de l'accident. Je lui ai parlé de Marc, de l'alcool, du cycliste, de la panique. Je lui ai parlé de Sophie, enceinte de lui, si heureuse et si fragile. Je lui ai expliqué mon choix. Le choix de mentir pour préserver sa future famille. Pour lui donner une chance de naître dans un foyer apaisé et non dans un foyer brisé par la tragédie et la prison. Pendant que je parlais, son arrogance s'est effritée. Il m'écoutait. Les yeux écarquillés. La bouche entr'ouverte. L'histoire que je lui racontais était tellement plus grande. Plus complexe que le simple scénario de trahison qu'il avait imaginé. Il commençait à comprendre que le secret qu'il avait traité comme une marchandise était en réalité la pierre angulaire de sa propre existence. Alors, Marc, il a tué un homme ? A-t-il murmuré. Horrifié. C'était un accident. Mais oui. Et moi ? J'ai menti pour le couvrir. Pour vous couvrir. Toi et ta mère. J'ai porté ce mensonge seul pendant 40 ans. Chaque jour. Voilà le terrible secret que tu menaçais de révéler. Ce n'est pas ma honte, Léo. C'est ton héritage. Un héritage construit sur un sacrifice que tu n'as même pas idée. Il était anéanti. Le choc de la révélation l'avait laissé sans voix. Il regardait la lettre sur l'échiquier. Non plus comme une arme, mais comme le témoignage d'une histoire qui le dépassait complètement. Il semblait soudain beaucoup plus jeune. Perdu. Je ne savais pas. A-t-il bredouillé. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu n'as jamais cherché à savoir. Tu n'as vu qu'une opportunité. Un moyen de pression. Tu as voulu vendre cette maison ? Qui a été protégée par ce mensonge ? Tu as volé et vendu la montre de ta mère ? La femme pour qui tout cela a été fait. Tu vois l'ironie. Léo ? Tu as passé ton temps à détruire ce que j'ai passé ma vie à protéger. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Des larmes silencieuses de honte et de prise de conscience. C'était la première fissure dans sa carapace. C'était le moment que j'attendais. Mais ce n'était pas fini. Le coup de grâce n'avait pas encore été porté. Au moment précis où il allait parler. Où il allait peut-être. Pour la première fois. Prononcer des excuses sincères ? La sonnette a retenti. Léo a sursauté. Ramené brutalement à la réalité. Tu attends quelqu'un ? A-t-il demandé, essuyant ses larmes. Oui. Ai-je répondu calmement. La partie n'est pas tout à fait terminée. Il manque une pièce sur l'échiquier. Je me suis levée et je suis allée ouvrir la porte. Une femme d'une 40aine d'années se tenait sur le seuil. Elle était élégante. Le regard intelligent et interrogateur. C'était Hélène Mercier. Monsieur Dubois ? Oui. Entrez. Je vous en prie. Madame Mercier. Je l'ai fait entrer dans le salon. Quand Léo a vu cette femme inconnue, il s'est levé. Le visage plein d'incompréhension. Papa. Qui est-ce ? Je me suis tournée vers lui. J'ai regardé mon fils. Anéanti par la vérité. Puis je me suis tournée vers cette femme. Qui portait en elle le poids d'une autre vérité ? Celle d'une vie sans père. Et j'ai prononcé les mots qui allaient faire entrer en collision ces deux mondes. Ces deux destins. Léo. Je te présente Madame Hélène Mercier. C'est l'avocate dont je t'ai parlé. Il a froncé les sourcils. Confus. Quelle avocate ? J'ai marqué une pause. Le silence était absolu. L'horloge semblait avoir suspendu son tic-tac. Puis, j'ai abattu ma dernière carte. Le coup qui allait décider de l'issue de la partie.
C'est aussi la fille de l'homme que ton oncle Marc a tué. Il y a 40 ans. Le monde a semblé s'arrêter. Les mots sont restés suspendus dans l'air du salon. Lourd. Irrévocable. Le visage de Léo a perdu toute couleur. Il est devenu d'une pâleur cadavérique. Il a regardé Hélène Mercier. Puis moi. Puis de nouveau Hélène. Comme s'il ne pouvait pas assembler les pièces de ce puzzle monstrueux. La honte qu'il ressentait il y a un instant a été remplacée par une terreur pure et glaciale. Hélène Mercier. Elle est restée parfaitement immobile. Son regard d'avocate analysait la scène, essayant de comprendre la dynamique entre ce jeune homme dévasté et le vieil homme au calme terrifiant qui venait de la faire entrer. Elle a reporté son attention sur moi. Ses yeux ne sciaient pas. L'homme que mon oncle a tué. A répété Léo d'une voix étranglée. Le mot oncle lui écorchant la gorge. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement hoché la tête. Hélène a fait un pas en avant. Monsieur Dubois. Qu'est-ce que cela signifie? Vous m'avez dit que vous saviez ce qui s'était passé. Et c'est le cas. Madame Mercier. Je vous demande de vous asseoir. Je vous dois 40 ans d'explication. Et vous? Ai-je dit en me tournant vers Léo avec une dureté nouvelle. Tu vas rester là. Tu vas écouter. Tu vas entendre chaque mot de la vérité que tu as voulu transformer en marchandise. Léo s'est effondré sur le canapé. Plus qu'il ne s'est assis. Il s'est recroquevillé sur lui-même. Les mains sur la tête. Comme pour se protéger d'une explosion imminente. Hélène s'est assise avec une grâce pleine de méfiance dans le fauteuil en face de moi. Le même que j'occupais quelques minutes plus tôt. Nous étions maintenant 3. Formant un triangle de destin brisé au centre du salon. Et j'ai parlé. J'ai tout raconté. Une seconde fois. Mais cette fois, ce n'était pas pour mon fils. C'était pour elle. C'était une confession. J'ai raconté la jeunesse. L'amour. La fête. L'ivresse de Marc. J'ai décrit la route glissante. Le choc sourd. L'horreur. J'ai expliqué ma décision. Le mensonge. Le secret gardé pour protéger Sophie. Pour protéger l'enfant à naître. Mon fils. Léo. Je n'ai rien omis. Je n'ai cherché aucune excuse. J'ai exposé les faits. Froid et nu. Comme les pièces d'un mécanisme d'horloge étalé sur un établi. Hélène m'écoutait sans m'interrompre. Son visage était un masque impénétrable. Aucune larme. Aucune colère visible. Juste une concentration intense. Elle buvait chaque parole. Analysant. Pesant chaque mot. Quand j'ai eu terminé. Un long silence s'est installé. Alors. A-t-elle finalement dit. Sa voix basse mais parfaitement maîtrisée. Toute ma vie. Ma mère m'a dit que mon père avait été tué par un chauffard qui n'a jamais été retrouvé. Toute ma vie. J'ai grandi avec cette image d'une injustice anonyme. Et vous me dites que l'homme responsable était votre beau-frère. Et que vous avez tout caché. Oui. Ai-je simplement répondu. Et votre fils? Qu'a-t-il à voir là-dedans? Je n'ai pas eu besoin de répondre. Léo a relevé la tête. Son visage était ravagé par les larmes et la honte. C'est de ma faute? A-t-il articulé d'une voix brisée. J'ai trouvé une lettre. Je ne savais pas ce que c'était. Je croyais. J'ai menacé mon père. Je l'ai fait chanter. Pour de l'argent. J'avais des dettes. Je voulais qu'il vende la maison. C'est moi qui ai tout déclenché. Cette confession, faite devant la fille de la victime, a eu l'effet d'un coup de poignard.
C'était la première fois que Léo assumait pleinement sa responsabilité. Sans chercher d'excuses. Il se mettait à nu, montrant toute l'étendue de sa bassesse. Hélène l'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'émotion dans ses yeux. Ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Vous avez utilisé la mort de mon père comme un levier pour payer vos dettes de jeu? Léo n'a pu que hocher la tête, incapable de soutenir son regard. Hélène s'est tournée vers moi. Et vous, Monsieur Dubois? Pourquoi me dire tout ça maintenant? Après 40 ans de silence? La prescription pénale est passée depuis longtemps. Vous ne risquez rien. Marc Fournier non plus. Alors pourquoi? C'était la question cruciale. Le cœur de ma stratégie. Parce que la justice des hommes n'est pas la seule qui compte. Madame Mercier. Il y a aussi la justice morale. Et il y a surtout la justice que l'on se doit à soi-même. Mon fils était perdu. Il s'enfonçait dans un monde de mensonges, d'égoïsme et de destruction. Il ne respectait plus rien. Ni la mémoire de sa mère, ni la valeur du sacrifice, ni même la vie humaine qui avait été indirectement sacrifiée pour qu'il puisse exister. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Je ne pouvais plus le protéger de lui-même avec de l'argent ou du silence. La seule chose qui pouvait encore le sauver, c'était la vérité. Une vérité brute, totale, sans concession. Je voulais qu'il voie les conséquences réelles de ses actes. Je voulais qu'il regarde en face la personne dont la tragédie avait été le fondement de sa vie et l'objet de son méprisable chantage. Je me suis levée et j'ai pris le dossier que j'avais préparé. Je l'ai posé sur la table devant Hélène. Ici. Vous trouverez tout ce que j'ai pu rassembler. Des détails sur l'accident, si vous en avez besoin. Mais surtout, des preuves des agissements de mon fils. Ses dettes, ses vols, son chantage. Je ne vous ai pas fait venir ici pour demander pardon? Madame Mercier. Je sais que c'est impossible. Je vous ai fait venir ici pour vous donner le pouvoir de décider. Elle a froncé les sourcils. Décider de quoi? De tout. La justice pénale est peut-être prescrite, mais la justice civile ne l'est pas toujours. Vous êtes avocate. Vous pourriez probablement intenter une action contre Marc, ou contre moi pour complicité. Vous pourriez nous réclamer des dommages et intérêts qui nous ruineraient. Vous pourriez détruire ce qui reste de nos vies. J'ai marqué un temps. Puis j'ai regardé Léo, prostré sur le canapé. Ou bien, vous pourriez décider d'une autre forme de réparation. Je suis revenu m'asseoir. J'ai posé 2 objets sur la table basse, à côté de l'échiquier. Une feuille de papier avec l'adresse et le numéro de téléphone du centre d'aide aux joueurs dépendants. Et un stylo. Mon fils vous a causé un tort moral immense. Il a profané la mémoire de votre père. Il n'a pas d'argent pour vous dédommager. La seule chose qu'il possède encore, c'est sa vie future. Une vie qu'il peut soit continuer à gâcher, soit essayer de reconstruire. Je me suis adressée directement à Léo. Ma voix était redevenue celle d'un père. Mais un père différent. Un père qui ne protège plus, mais qui guide avec fermeté. Léo. Tu vas signer un engagement. Pas devant moi. Devant Madame Mercier. Tu vas t'engager à entrer dans ce centre de désintoxication dès demain. Tu vas t'engager à suivre le programme jusqu'au bout. Et tu vas t'engager, une fois que tu seras sorti, à trouver un travail, n'importe lequel, et à verser une partie de ton salaire chaque mois à une œuvre de charité au nom de Daniel Mercier. Ce ne sera pas grand-chose. Mais ce sera une dette. Une vraie. La dette d'une vie.
J'ai poussé le papier et le stylo vers lui. C'est ta seule et unique chance de rédemption. La décision t'appartient. Mais Madame Mercier sera le témoin et la garante de ta promesse. Si tu la brises, alors ce dossier ira directement sur son bureau. Et elle fera ce qu'elle jugera nécessaire. Le silence est revenu. Encore plus dense qu'avant. Tout était sur la table. Le passé. Le présent. L'avenir. Léo regardait le papier. Le stylo. Le visage d'Hélène Mercier. Il était au pied du mur. Face au choix le plus important de sa vie. Il n'y avait plus d'échappatoire. Plus de mensonges possibles. Hélène Mercier me regardait. Elle. Et pour la première fois, j'ai vu son masque se fissurer. J'ai vu de l'étonnement. Peut-être même une forme de respect. Elle a compris. Elle a compris que ce n'était pas une manipulation. C'était un acte désespéré. Un gambit. Le sacrifice d'un roi pour tenter de sauver un pion. Lentement. Très lentement. La main tremblante de Léo s'est tendue. Elle a contourné une tour noire sur l'échiquier et s'est emparée du stylo. La main de Léo a saisi le stylo. Le bruit léger du plastique contre le bois de la table a semblé résonner comme un coup de tonnerre dans le silence de la pièce. Il a tiré la feuille de papier vers lui. Ses larmes tombaient sur le papier, créant de petites taches sombres qui floutaient l'encre de l'adresse. Il n'a pas écrit tout de suite. Il a levé les yeux. Non pas vers moi, mais vers Hélène Mercier. Son regard n'était plus celui d'un manipulateur ou d'un enfant capricieux. C'était le regard d'un homme brisé, qui se voyait pour la première fois dans le miroir impitoyable de ses actions. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Sa voix était rauque, à peine audible. Pour tout. Pour votre père. Pour ce que j'ai fait. Il n'y a pas de mots. Hélène Mercier a soutenu son regard. Son visage était toujours grave. Mais la dureté avait disparu. Remplacée par une sorte de lassitude infinie. Le poids de 40 ans de deuil et de questions sans réponse. Les mots ne servent à rien. En effet. A-t-elle dit d'une voix neutre. Seuls les actes comptent. Léo a baissé la tête et, d'une main mal assurée, il a commencé à écrire. Il n'a pas seulement signé. Il a écrit quelques lignes. Moi, Léo Dubois, je m'engage solennellement devant Madame Hélène Mercier à suivre le chemin de la réparation. Je m'engage à me soigner et à honorer la mémoire de Daniel Mercier par mes actions futures. Puis, il a signé. La signature était tremblante, presque illisible. Mais elle était là. C'était un contrat. Le premier contrat honnête de sa vie d'adulte. Il a poussé la feuille sur la table. Hélène Mercier l'a prise, l'a lue attentivement, puis l'a pliée et l'a mise dans son sac à main. Le pacte était scellé. Elle s'est levée. Il se fait tard. Elle s'est dirigée vers la porte. Je me suis levée aussi pour la raccompagner. Sur le seuil, elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. C'était un pari extrêmement dangereux. Monsieur Dubois, a-t-elle dit à voix basse pour que Léo n'entende pas. C'était le seul qui me restait. Ai-je répondu. Elle a réfléchi un instant. Ce que votre beau-frère et vous avez fait. C'est impardonnable. Vous m'avez volé un père. Vous m'avez volé une partie de mon histoire. Rien ne pourra jamais réparer ça. Je le sais. Mais, a-t-elle continué? Et sa voix s'est légèrement adoucie. Ce que vous avez fait ce soir. Pour votre fils. C'est peut-être l'acte de paternité le plus courageux que j'ai jamais vu. Vous n'avez pas cherché à le sauver. Vous lui avez donné les outils pour qu'il se sauve lui-même. C'est très différent.
Elle a hésité. Puis a ajouté, ne me contactez plus. Je ne veux plus rien avoir à faire avec votre famille. Mais je garderai ce papier. Et j'espère, pour lui et pour la mémoire de mon père, qu'il tiendra sa promesse. Elle est partie sans un regard en arrière, disparaissant dans la nuit d'Amiens. J'ai fermé la porte. La partie était terminée. L'échiquier était vide. Il n'y avait ni gagnant, ni perdant. Seulement des survivants. Je suis retournée au salon. Léo n'avait pas bougé. Il était toujours recroquevillé sur le canapé, le visage entre les mains, secoué de sanglots silencieux. Je me suis rassis dans mon fauteuil. Je ne l'ai pas touché. Je ne lui ai pas dit de mots réconfortants. Le temps de la complaisance était révolu. Il devait traverser cette épreuve seul. Nous sommes restés ainsi un long moment. Seul le tic-tac de l'horloge comtoise avait repris son rythme imperturbable, mesurant le temps d'un nouveau départ. Finalement, il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Son visage bouffi. Papa. Oui. Léo. Je vais y aller. Demain matin. Au centre. C'est bien. Est-ce que tu penses que je pourrai, un jour, me pardonner? C'était la question d'un enfant perdu. Je l'ai regardé. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une vague d'amour paternel, pur et sans condition. Mais c'était un amour différent. Plus lucide. Plus fort. Le pardon. Léo. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient. C'est quelque chose qu'on construit. Chaque jour. Par des actes. Par l'honnêteté. Par la responsabilité. Ce sera long. Ce sera difficile. Mais c'est le seul chemin. Il a hoché la tête. Je vais faire ma valise, a-t-il dit en se levant péniblement. Il est monté à l'étage. Je l'ai entendu ouvrir et fermer des tiroirs. Il n'emportait pas grand-chose. 1 heure plus tard, il est redescendu avec un petit sac de sport. Il s'est arrêté devant moi. Je peux dormir ici ce soir? Sur le canapé? C'est ta maison? Léo. Ça l'a toujours été. Il a esquissé un faible sourire. Il s'est installé sur le canapé et je lui ai donné une couverture. Je suis restée dans mon fauteuil. Je n'arrivais pas à dormir. Je voulais veiller sur lui. Pour cette dernière nuit. Le lendemain matin, je l'ai conduit en silence jusqu'au centre. Un bâtiment sobre à la périphérie de la ville. Devant la porte, il s'est tourné vers moi. Merci. Papa. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Même quand tu aurais dû. On n'abandonne jamais son fils. Léo. On change simplement de stratégie. Il m'a serré dans ses bras. Une étreinte maladroite, mais sincère. Puis il a tourné les talons et il est entré dans le bâtiment sans se retourner. Je suis rentrée seule à la maison. Elle semblait immense. Vide. Mais le silence n'était plus oppressant. C'était un silence de paix. J'ai rangé l'échiquier dans sa boîte. J'ai pris la lettre de Marquet. Après une dernière lecture, je l'ai brûlée dans la cheminée. J'ai regardé les cendres s'envoler. Le secret était mort. Le passé était enfin à sa place. La vie n'est pas redevenue comme avant. Elle ne le pouvait pas. La blessure entre Léo et moi était trop profonde. Mais quelque chose de nouveau a commencé à pousser dans les ruines. Léo m'appelait 1 fois par semaine depuis le centre. Au début, ses appels étaient brefs. Difficiles. Puis, peu à peu, sa voix a changé.
Elle est devenue plus stable, plus claire. Il me parlait de ses thérapies, de ses difficultés, de ses petites victoires. Il ne demandait rien. Il ne se plaignait pas. Il faisait le travail. Quelques mois plus tard, il m'a annoncé qu'il avait trouvé un petit boulot de plongeur dans un restaurant, dans le cadre de son programme de réinsertion. Et il m'a dit, avec une fierté timide, qu'il avait fait son premier virement à l'association caritative. Au nom de Daniel Mercier. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si Léo réussira à rester sur le droit chemin. Je ne sais pas si notre relation pourra un jour être totalement guérie. La partie d'échec est peut-être terminée. Mais la vie, elle, continue, avec ses propres règles, ses propres imprévus. Mais ce soir, en regardant par la fenêtre, en écoutant le tic-tac familier de la vieille horloge, je ressens une forme de sérénité. Je n'ai pas gagné. Léo n'a pas perdu. Nous avons simplement arrêté de jouer l'un contre l'autre. J'ai compris que mon rôle de père n'était pas de protéger mon fils des conséquences de ses actes, mais de lui donner le courage d'y faire face. J'ai déplacé la dernière pièce, non pas pour le mettre échec et mat, mais pour lui ouvrir une nouvelle voie sur l'échiquier de sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'espoir qu'il saura choisir le bon mouvement.